Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver dans votre émission d'analyse hebdomadaire sur Al24 News. Et c'est toujours un plaisir de retrouver professeur Mohamed Berkour. Bonsoir, professeur. Bonsoir, madame. On va continuer de parler du sommet arabe d'Alger, non seulement parce qu'il s'agit d'un événement historique à plus d'un titre, mais il s'agit également d'un événement qui a pour principal, pour mission essentielle, de retisser les rangs arabes, de relancer également cette coopération dans le monde arabe. Alors, professeur, tout d'abord, si on devait faire un état des lieux de cette coopération dans le monde arabe, comment est-elle? Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est une coopération qui est censée être multiforme, multidimensionnelle, durable, mais surtout dense. Malheureusement, aujourd'hui, quand on fait un bilan objectif, constructif, on voit déjà par rapport aux interactions utilitaires, donc le commerce, l'investissement, il y a des interactions qui sont bien au-dessous des attentes, des aspirations des peuples arabes. Les échanges commerciaux constituent moins de 8% des échanges globaux de ces pays avec le monde, ce qui fait qu'il y a plus de sens donné à ces interactions à l'international que sur le plan régional. Deuxièmement, en matière d'investissement, le taux d'investissement des pays qui ont des fonds souverains est aussi inférieur aux investissements qui sont faits ailleurs. Troisièmement, en matière de coopération, c'est aussi la création disons des passerelles en matière d'intérêts nationaux. Aujourd'hui, on voit de moins en moins d'entente sur des questions en relation avec la sécurité régionale. Oui. On la voit par rapport aux crises, on la voit aussi par rapport à la question palestinienne où on a vu pendant l'année 2020 4 normalisations irrationnelles. Donc c'est des interactions avec l'antisionisme au dépend de la question centrale qui est la Palestine. Troisièmement, et c'est la chose peut-être la plus importante, il y a de moins en moins d'engagement d'un certain nombre de pays arabes par rapport à cette Ligue arabe. Il faut juste voir disons, le niveau de participation pendant les 8 derniers sommets, de 2012 à 2019. Et il y a eu en moyenne 13 sur 21 pays, ce qui fait que, contrairement à ce qui se fait ailleurs, soit par rapport à l'ASEAN, en Asie du Sud-Est ou par rapport à l'Union européenne, par exemple, Oui. où il y a plus d'engouement au niveau du chef d'État pour y participer dans ces sommets, qui sont des sommets d'ordre stratégique. Donc, ils doivent développer de nouvelles visions, développer de nouveaux consensus, construire de nouvelles relations, non pas seulement au sein de la Ligue arabe, mais par rapport à d'autres groupes régionaux, même à l'international. Aujourd'hui, il faut dire, Madame Boukhari, qu'en faisant une lecture aussi géopolitique, Oui. il y a une tendance plutôt d'un certain nombre de pays arabes à construire des relations privilégiées avec des acteurs internationaux. Aujourd'hui, on a 7 pays sur 17 que les États-Unis disons, définis comme des alliés majeurs non membres de l'OTAN. 7 sont des pays arabes, donc 7 qui ont des alliances privilégiées, d'ordre stratégique. Et on voit aussi un certain nombre de bases militaires, d'accords SOFA, donc Status of Force Agreement, avec un certain nombre de pays arabes, ce qui constitue aussi un désengagement par rapport à des principes de base de la Ligue, qui est essentiellement la non-présence étrangère, mais on voit cette présence se développer depuis 1991 Oui. et se consolider davantage. On voit aussi aujourd'hui des interférences d'un certain nombre de pays arabes dans des crises internes aux pays arabes. Le cas de la Syrie, on a rappelé nos téléspectateurs qu'en 2013, il y avait une décision de cette Ligue d'armer des factions de l'opposition dite armée en Syrie, notamment le mouvement armé syrien, ce qui constitue une véritable transgression des règles fondamentales de cette Ligue arabe. Alors,
citer, vous parlez du volet sécuritaire qui est hautement stratégique dans cette coopération. Avant d'y revenir, professeur Berkouk, j'aimerais revenir sur le volet économique. On le sait, le monde arabe recèle d'énormes potentialités, de grandes richesses, mais on le voit à travers notamment les échanges commerciaux. Ces échanges sont limités, parfois on peut les qualifier de quasi nuls. Quelles sont, à votre avis, les entraves qui se retrouvent face à ce volet? Pourquoi ne parvient-on pas à, si vous voulez, instaurer un modèle économique, un modèle de coopération arabe? Malheureusement, c'est vrai que le monde arabe recèle d'énormes ressources naturelles, notamment les ressources fossiles, oui. Pétrole et gaz, 40% des réserves mondiales. Mais d'un autre côté, il faut dire que dans la crise libanaise, par exemple, avec la crise d'énergie, donc le pétrole, le gaz et les dérivés, on a vu l'Iran, plutôt que des pays arabes, venir au secours de ce pays. Oui. Donc, ce qui veut dire que cette notion de solidarité, malheureusement, n'est pas toujours opérationnelle, opératoire. Deuxièmement, les structures économiques des pays arabes sont pratiquement d'ordre gelé. Je ne dirais pas de gelé, mais plutôt basé sur l'extraction. L'extraction, soit des ressources hydrocarbures ou des ressources minières. Donc, c'est le cas pratiquement de la majeure partie des pays arabes. Oui. Cette structure économique aussi, dans un certain nombre de pays, il est basé sur des importations tout azimut, mais de marchés autres que les marchés arabes. Troisième point, c'est qu'il y a un certain nombre de pays qui sont en crise, pour ne pas dire en guerre civile internationalisée, et qui n'arrivent pas aussi à construire leurs économies. Aujourd'hui, à lire juste la distribution mondiale des PIB, nos pays, pratiquement avec 2,4 milliards, 2,4 trillions plutôt de PIB global du monde arabe, la majeure partie, plus de 70% de ce PIB est pratiquement entre les mains de 6 à 7 pays. Ce qui veut dire qu'il y a une mauvaise distribution de la richesse. Oui. Mais en plus de ça, on a vu avec l'idée de créer la ZAL, la zone arabe libre-échange, malheureusement c'était un échec, non pas seulement à cause de faiblesse en matière de volonté politique, mais aussi en matière de structure commerciale qui n'est pas nécessairement diversifiée. Alors, selon vous, quels sont les domaines dans lesquels on peut travailler, enregistrer des avancées, si on devait établir cette coopération interarabe? Il faut dire, madame, que la Ligue arabe, depuis sa création, pratiquement, le domaine le plus visible, le plus dynamique, c'est le domaine politique. Mais on a vu depuis 2011, avec ces dynamiques sociopolitiques arabes et la prolifération de crises, on a vu malheureusement la transformation de cette coopération en assise d'ingérence. Il faut rappeler nos téléspectateurs que le 12 mars 2011, c'était la Ligue arabe qui avait transféré le dossier de la Libye de la Ligue arabe au Conseil de sécurité. On a vu la suite, la résolution 1973 du 17 mars 2011. 2 jours plus tard, c'était l'entame d'une guerre de destruction de la Libye par l'Occident. Il faut dire aussi qu'aujourd'hui, la persistance des crises, notamment en Syrie et en Libye, est pratiquement due à ces ingérences étrangères. En Syrie, on voit avec ce schéma de déstabilisation l'installation de forces étrangères dans cette région. Citer les États-Unis, la Russie, la Turquie. On la voit aussi avec... c'est à cause de ces ingérences que les Libyens n'arrivent pas encore à trouver le chemin du consensus. Les expériences réussies en matière disons, de construction d'épistèmes de coopération régionale, les cas de l'Union européenne, le cas du Mercosur en Amérique latine, le cas de l'ASEAN en Asie du Sud-Est, c'est déjà avoir une vision commune, des ambitions communes, mais aussi un engagement commun. Cette vision qui nous manque, c'est par rapport à un besoin de dépasser les discours et les schémas identitaires, disons, qui sont pratiquement la base
de cet engagement, mais ça ne suffit pas. Il faut créer un sens commun d'intérêt. Je ne parlerai pas d'intérêt commun, mais un sens commun d'intérêt. Parce que les intérêts communs, ça se construit. Ça va prendre beaucoup de temps. Mais au moins créer cette vision sur 20-30 ans qui doit être construite autour de trois principes. Le premier principe, c'est la pérennité des actions. Donc, il faut qu'il y ait des suivis. Oui. La deuxième chose, c'est la création d'une vision commune par rapport à un développement créateur, à la fois de sécurité et de prospérité. Et troisièmement, c'est qu'il y ait ce sens commun d'intérêt, soit par rapport à des intérêts économiques ou par rapport à des intérêts, disons, sécuritaires. Malheureusement, aujourd'hui, même on a vu avec l'UMA qui a été créé suite à cette déclaration de Zeralda, puis la déclaration de Marrakech. Mais juste quelques années plus tard, par rapport à Marrakech, c'était une année après, on a vu le début de la fin de l'UMA. Vu qu'il y a des divergences, non pas seulement idéologiques, mais plutôt des divergences par rapport à ses intérêts, mais aussi par rapport aux fonctions des États. Avoir le Maroc qui joue le rôle de vassal, de serviteur stratégique de l'Occident, qui a créé des éléments disons, d'échec de l'humain. On a vu avec le Conseil de coopération du Golfe, qui avait quand même obtenu pas mal de résultats, mais avec le début d'une crise politique, il y avait pratiquement des blocages au sein de GCC. On a vu dans d'autres situations où il y a eu des avancées sur le plan bilatéral, mais malheureusement, quand il y a émergence de divergences, de dissensus, il y a toujours des blocages en matière de ces constructions. Donc l'intérêt, le sens commun d'intérêt doit se construire. Il doit être basé aussi sur une vision qui n'est pas politique, elle doit être réfléchie, oui. Elle doit avoir un sens prospectif, mais surtout avoir des objectifs réalisables et réalistes. Alors, je suppose que le sommet arabe d'Alger va constituer sans doute une opportunité, une occasion à saisir pour enclencher justement ce levier de la coopération interarabe. Mais de quelle manière peut-on procéder pour justement concrétiser, pour aller au-delà des discours professeurs dans le contexte actuel? Il faut dire qu'on est le premier le 2, ça sera notre 4e sommet. Oui. Le premier sommet de 73, qui était pratiquement un sommet de soutien à la cause palestinienne, dans un contexte de conflit avec l'antisionnisme. On l'a vu en 88, c'était un sommet extraordinaire dédié à la cause palestinienne. Celui de 2005 était un sommet de réforme. On a vu les réformes d'Alger qui ont donné un sens à l'action commune, par la création du Parlement arabe, mais aussi par cette volonté de développer d'autres dimensions de la sécurité collective. C'était le cas de la sécurité alimentaire qui a été développée à Alger. Aujourd'hui, je dirais qu'il y a déjà, par rapport au succès du sommet, il y a des éléments très encourageants. Le premier, c'est la présence des États arabes dans ce sommet. Et le deuxième point, c'est aussi la question palestinienne qui a sa place à la fois d'action, mais aussi de pertinence stratégique pour tous les pays arabes. Le sommet d'Alger doit être, après 2 ans pratiquement d'absence, oui. Due à la pandémie du Covid-19, doit être un nouveau départ, un nouvel élan pour la construction de cet épisystème de coopération régionale. Pour y arriver, il faut déjà arriver à développer ce consensus, mais avec un sens opératoire. Donc, il faut qu'il soit opérationnel, donc des instruments d'exécution. Et j'estime que l'Algérie peut, dans son mandat d'une année, oui. Initier un certain nombre de projets capables justement de construire de nouveaux consensus
dans des secteurs porteurs, non pas en matière seulement économique, mais aussi en matière de coordination stratégique. La Ligue arabe, ce qui manque à la Ligue arabe, ce n'est pas seulement les sommets, mais plutôt c'est la capacité à construire cette vision, parce que malheureusement on est en panne de vision, construire une vision qui produirait des schémas de coopération réalistes et je dirais toujours réalisables. Alors, vous avez parlé au début de cette émission de la coopération sécuritaire. Moi, j'aimerais vous poser, après ce sommet d'Alger, quelles seront les priorités? Quels sont les défis auxquels le monde arabe est confronté? Les défis sont multiples, mais je dirais que le premier défi, déjà, c'est revisiter le plan de paix arabe de 2002, qui est, à mon sens, totalement dépassé. La terre pour la paix. On a vu des normalisations arabes qui n'ont pas assuré les intérêts des pays arabes, soit la Palestine ou la Syrie par rapport au Golan, ou le Liban par rapport aux fermes de Sheba. Mais aussi, le deuxième point, c'est la résolution des conflits actuels. La Syrie, qui doit reprendre sa place légitime. Les décisions du sommet de 2013 doivent être revues dans un contexte très sensible, justement par rapport à ces mutations à la fois régionales et globales. L'autre point, c'est aussi la question libyenne qui risque de créer des problèmes par rapport aussi aux relations entre les voisins de la Libye. Oui. On l'a vu, ce qui s'est passé il y a de ça plus d'une année au Tchad, mais aussi le Soudan qui risque de souffrir du retour ou de la prolifération des mercenaires qui sont actuellement en Libye, notamment les Janjaouides, mais aussi, il faut dire que cette sécurité doit prendre en compte aussi c'est les nouvelles menaces qu'on appelle sur le plan scientifique, ces menaces hybrides qui sont liées au terrorisme et ses mutations, l'extrémisme et ses mutations, les cybercriminalités dans leur globalité, mais aussi d'autres menaces qui sont liées aussi aux problèmes sociopolitiques dans un certain nombre de pays. On voit au Liban, le Liban qui souffre à trouver un terrain d'entente politique, mais aussi qui souffre sur le plan économique et financier, avec toutes les ramifications qui pourraient être dévastatrices pour ce pays, même pour les pays de la région. Alors, on le comprend, hein, il est clair que le monde arabe doit s'organiser pour relancer cette action arabe commune. Professeur, donc le monde vit des bouleversements majeurs avec l'émergence, on le voit, de nouvelles alliances. Quelle place pour le monde arabe et quel modèle économique peut-on proposer pour justement défendre ses intérêts? Il faut dire, madame, qu'aujourd'hui, on est en face d'une zone à turbulence sécuritaire, mais aussi géopolitique. Aujourd'hui, on voit des pays qui sont en face de risques de désintégration. On l'a vu avec les schémas de Bremer en Irak, avec cette composition d'un pays à trois ethnies, donc à trois composantes, et qui se sont pratiquement constitutionnalisés, avec tous les risques plutôt politiques. On voit aussi le même schéma qui pourrait être offert aux Libyens. Les éléments, les ingrédients sont là, à lire disons l'accord politique de 2020, qui a créé pratiquement un système composé, donc basé sur les trois régions, la Tripolitaine, la Cyrénaïque et Fezzan. Donc c'est un problème. Alors, mais il faut dire aussi que dans ce schéma politique, il y a des fois un sens d'alliance entre les monarchies. On a vu la déclaration du mois d'avril 2016, déclaration de Riyad, par rapport à cette solidarité des monarchies. On voit d'un autre côté aussi une fragilité, pour ne pas dire des fragilisations d'un certain nombre de républiques. On voit
si on fait une lecture aussi objective de l'état des lieux des républiques, il y a beaucoup de pays qui sont en crise. La Syrie, le Liban, l'Irak, le Yémen, par exemple, le Soudan et autres. Oui. Donc, on est en face non pas de vecteurs d'harmonisation, mais plutôt une situation composée d'une multitude de facteurs de non-cohérence. Deuxième point, c'est par rapport aussi à ces alliances. Aujourd'hui, quand on parle d'alliance, on parle essentiellement de partage de responsabilités. Donc, responsabilité par rapport aux alliés. Les pays arabes ne sont pas des acteurs initiateurs, mais sont plutôt des fois des partenaires dans le meilleur des cas, et dans d'autres situations sont pratiquement, comme j'ai cité le Maroc, comme étant un vassal. Mais être, disons, identifié comme un allié majeur par une puissance mondiale, ce n'est pas nécessairement une question d'alliance, mais plutôt une fonction que les États-Unis accordent à ces pays. Et le troisième point, c'est qu'aujourd'hui, le monde arabe n'est pas un monde où il y a une convergence de volonté des pays arabes, il y a certainement des divergences, mais aussi où cette zone géopolitique, cette ère géopolitique, est une zone de compétition stratégique entre les grandes puissances. Il faut lire, je ne cesse de le dire, le point 11 plutôt du quatrième concept stratégique de l'OTAN datant du 29 juin 2022 pour apprécier les appréciations de l'Occident. On est considéré comme un couloir stratégique pour les États-Unis, oui. Une zone d'extension d'influence pour l'Union européenne, un point d'accès pour la Russie en matière disons, de projection de puissance. C'est aussi un couloir économique commercial pour la Chine, mais on n'est pas perçu en tant que nation arabe comme partenaire, mais plutôt comme 22 potentiels États avec des relations diversifiées. Dans ce point 11, notre zone est perçue comme étant une source de menace. Quand la source de menace est identifiée, on peut dire qu'il y aurait des schémas d'action à venir. C'est pour la première fois depuis 1990, lors du premier concept stratégique de l'OTAN, au sommet de Londres, qu'on voit cette qualification de notre région. Donc, et en conclusion par rapport à ce point, il faut dire qu'on doit être conscient à la fois de nos faiblesses, nos vulnérabilités, mais aussi des défis et des enjeux de ces mutations globales, mais surtout de la sensibilité du contexte actuel et du déséquilibre en matière de relations que nos pays pourraient avoir avec les grandes puissances de ce monde. Est-ce que, après ce qui s'est passé en Ukraine, avec tous ces bouleversements, Mohamed Barkouk, est-ce qu'il y aurait des changements pour le monde arabe? Est-ce que des changements sont attendus? Ce qui se passe Vous avez dit que le monde arabe est perçu comme une zone de menace et de déstabilisation. Est-ce que ça pourrait changer après ce qui s'est passé en Ukraine? Il faut dire, Madame Bokhari, que ce qui se passe en Ukraine n'est qu'un élément accélérateur de ces mutations. Ces mutations, ces transformations structurantes ne sont pas la résultante de ce conflit en Ukraine. Ce conflit n'est qu'un élément accélérateur. Oui. Ces mutations ont commencé depuis pratiquement 2008, avec la crise des subprimes aux États-Unis et la crise financière qui avait découlé. Donc aujourd'hui, on voit la Chine en puissance, qui va devenir une puissance globale d'ici peu, économiquement en 2028-2032, technologiquement en 2035 avec la maîtrise de toutes les technologies émergentes. Les Américains avaient déjà, disons, programmé, pour ne pas dire autre chose, leur perception des changements depuis très longtemps. Oui. Mais c'est cette perception programmée qui est
qui a été produite par le NIC, National Intelligence Council, en mars 2021, définit le monde comme un monde en mutation, avec une restructuration de la puissance mondiale, avec la Chine en puissance ascendante à tendance globale, et donc qui va non pas seulement rivaliser les États-Unis, mais qui sera en mesure de dépasser les États-Unis, au moins sur les plans technologiques et surtout économiques. Merci, Merci, professeur Mohamed Barkour, pour cette analyse. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Al 24 News.